Donc nous allons maintenant passer à la session 1, donc la première table ronde intitulée « Usage des modèles de la simulation ». De simulation. Alors c'est vrai qu'il y a un petit écho, c'est pas très agréable. Si je parle un peu plus loin c'est mieux? On va faire comme ça. Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lionel Souillac, je suis professeur à l'INSA de Lyon, au laboratoire de mécanique des fluides et acoustique. Moi je suis spécialiste de la modélisation de l'atmosphère, en particulier de l'atmosphère urbaine, avec des applications à la qualité de l'air, aux risques industriels, voire aux actes de malveillance, et puis également plus marginalement sur le problème de microclimat urbain. Donc pour commencer un petit peu cette réflexion sur les modèles, on s'est dit qu'il était intéressant de commencer par regarder les usages des modèles. Ça permettra d'illustrer un petit peu ce qu'on entend par un modèle, et on verra qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, une seule définition. Les modèles sont très multiples. Donc les questions qu'on va essayer de traiter un petit peu dans cette table ronde, c'est quoi un modèle? Quelles sont les différentes typologies de modèles? Comment un modèle est-il utilisé? Pourquoi est-ce qu'on utilise un modèle? Dans quel contexte? Quel processus d'utilisation d'un modèle? Est-ce qu'il est utilisé en complément d'autres outils? On a parlé d'expérimentation. Est-ce qu'il a été utilisé dans un certain cadre réglementaire? Un modèle pour faire quoi? Pour prendre des décisions, pour agir, pour se poser des questions peut-être, avant d'y apporter des réponses. Qui a besoin de modèles? Quels sont les acteurs qui interagissent autour des modèles? De quelle manière un modèle, une simulation aide à éclairer une décision, à prendre une action? Quelle est la relation des acteurs justement avec les modèles? Est-ce qu'il y a une relation de compréhension? Est-ce que tous les acteurs qui ont à voir avec les modèles comprennent bien ce qu'est un modèle et comment il est construit? Est-ce qu'on a une relation de confiance ou de défiance vis-à-vis des modèles? Derrière le terme modèle, il y a modéliser, c'est-à-dire essayer de comprendre des mécanismes, il y a modeler, peut-être essayer de changer des choses, mais il y a aussi l'idée du modèle comme exemple, et justement, on se posera la question de comment ce qu'on va appliquer à un endroit va pouvoir éventuellement faire école, gagner en généricité, en étant transposable ou pas à un autre endroit. Et puis, peut-être des questions un peu plus polémiques, peut-être. Est-ce qu'un modèle est un objet de pouvoir? Est-ce qu'il peut parfois être instrumentalisé dans son usage? Et puis, on finira peut-être par quels sont les manques, les attentes des acteurs qui utilisent les modèles vers ceux qui vont les développer. Et on verra cet après-midi justement comment on fabrique des modèles et les différents acteurs qui fabriquent ces modèles, et donc quels sont les manques aujourd'hui des modèles qui existent et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement futur. Avant de vous présenter les intervenants, peut-être juste deux remarques complémentaires. Cette table ronde, ce n'est pas une présentation d'une réflexion aboutie, comme l'a expliqué Valérie. En démarrant ce centre opérationnel, on s'est posé plein de questions et on s'en pose encore beaucoup. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est de faire état un peu d'un certain nombre de questions que l'on se pose, de partager avec vous ces réflexions, peut-être de soulever d'autres questions. Donc c'est vraiment un temps d'interaction et ce n'est pas du tout un envoi d'un message un peu unidirectionnel. Et puis, deuxième remarque, vous le verrez, les acteurs qui sont présents et les exemples qu'on a pris,
tournent tous un peu autour des questions de l'environnement urbain. Alors peut-être par tropisme des personnes qui ont organisé la table ronde, mais il faut se dire que ce qu'on va essayer de poser comme question ont peut-être une portée un peu plus large et que ça peut s'appliquer à d'autres types de modèles, dans d'autres contextes, autour de la ville. Alors pour animer cette table ronde, nous avons 3 intervenants. Donc Géraldine Debert, votre gauche, qui est ils se présenteront plus en détail juste après, mais je fais juste une petite présentation rapide. Donc, responsable de l'activité Air et Santé chez Aegis Environnement. Nous avons en visio Fanny Metliki, qui est directrice de l'agence Bruit Paris, et au centre de la scène, Frédéric Pradel, responsable de l'activité Air, Climat et Transformation durable chez Ramboll. Alors, cette table ronde va se dérouler un peu en 3 temps. Dans un premier temps, chaque intervenant va, pour une petite dizaine de minutes, se présenter un petit peu son lien avec la modélisation, sa pratique de la modélisation urbaine. Ensuite, nous aurons un temps assez long d'échange, de discussion autour des points que j'ai un peu posés en introduction. Et puis, nous terminerons par un échange avec vous, une interaction avec la salle pour répondre à vos questions et entretenir le débat. Voilà pour cette petite introduction, et donc je vous propose qu'on commence par la première intervention, celle de Géraldine d'Aegis Environnement. Très bien, merci Lionel pour cette introduction. Donc, on va démarrer effectivement donc cette petite table ronde par une première présentation sur l'usage des modèles de simulation. Et c'est vrai que, comme l'a dit Lionel, moi, cette présentation, elle est quand même axée plus sur l'urbain. Mais après, en fait, tout type de question est ouverte sur les modèles de dispersion dans d'autres contextes. Alors une petite présentation pour l'entreprise Aegis à laquelle j'appartiens. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie sur différents secteurs, des secteurs de l'aménagement, des infrastructures diverses et variées, notamment de transport, de l'eau, et également le secteur de l'environnement. Et sur le secteur de l'environnement, donc on a une expertise transversale qui est représentée là sur les 3 piliers que vous voyez à l'écran, qui nous permet d'avoir donc justement des échanges sur divers sujets. Un sujet plus spécifique sur la biodiversité et les ressources naturelles, dans lequel on va avoir des spécialités en lien avec la biodiversité, le génie écologique, le paysage, l'architecture et le patrimoine également, qui est au cœur du sujet d'aujourd'hui sur les problématiques urbaines. Et diverses spécialités également dans la gestion des eaux fluviales et des eaux pluviales. Sur le pilier du centre, on retrouvera des spécialités en lien avec le développement durable et la maîtrise des risques, avec donc des départements en lien avec la dépollution, la déconstruction, le désavantage, en lien avec les déchets également, avec la gestion des risques divers et variés, que ce soit en termes d'électromagnétisme, de foudre, d'incendie, ou encore de pollution des sols et des eaux. Et le dernier pilier dans lequel moi j'interviens, c'est le pilier qui s'appelle gestion des nuisances et santé. Sur ce pilier-là, en fait, moi je suis responsable des activités air et santé sur la partie environnement. Sur cette spécialité, on va intervenir sur tout ce qui est dossier d'études d'impact sur la qualité de l'air et les risques sanitaires pour les populations environnantes, que ce soit en lien avec les infrastructures, mais également en lien avec les ICPE, c'est-à-dire les installations industrielles classées pour la protection de l'environnement. Sur ce domaine également de gestion des nuisances et santé, nous avons également des spécialités en lien avec la pollution olfactive, les surveillances environnementales ou encore l'acoustique et la vibration. Et donc on va ici donc plus parler de qualité de l'air et d'impact de pollution de l'air.
Alors, pour recentrer sur les modélisations en milieu urbain contraint, si on rentre vraiment dans le sujet, l'objectif sur la partie pollution de l'air et qualité de l'air, c'est d'intégrer le plus en amont possible ce sujet d'impact sur la qualité de l'air en amont des projets d'aménagement. Sachant que dans certains contextes, on peut avoir un enjeu fort pour la qualité de l'air, avec des zones qui sont clairement identifiées en termes de dépassement de valeurs limites réglementaires, en fonction de différents polluants. Donc ça peut être des oxydes d'azote principalement, mais également donc, des poussières, donc PM10 ou PM2,5, donc c'est des particules de diamètre différents qui ont des effets également sur la pollution de l'air, bien sûr, mais également sur la santé des populations. Donc on aura un cadre réglementaire également qui sous-tend ces études que l'on va pouvoir mener dans le cadre des milieux urbains contraints. Les enjeux en fait du projet sont d'abord en fait sur ce genre d'études de faire un point zéro afin de caractériser la pollution de l'air aux abords principalement ici des axes routiers, donc qui vont être menés par le biais de campagnes de mesure. Donc on va avoir de l'expérimentation sur lesquelles en fait va venir s'appuyer les outils de simulation de la qualité de l'air pour faire en fait un état des lieux actuels en termes d'impact. Puis le but en fait de ces études, ce sera également de pouvoir produire dans le cadre des projets des recommandations concrètes qui vont permettre de concilier l'urbanisme et donc les projets urbains à venir avec des objectifs sur la qualité de l'air et la qualité de vie favorables pour les populations en termes de santé également. Et donc là, la méthodologie en fait, qui sera reprise en fait, par mon collègue de gauche et qui a été suivie dans le cadre en fait, de ces milieux urbains contraints, c'est la méthodologie modèle urbain qui est issue en fait, d'un guide de l'ADEME qui a été publié en janvier 2025. Et qui permet en fait par le biais en fait de l'utilisation des modèles de définir en fait différents scénarios d'urbanisme qui vont être améliorés par démarches itératives de telle façon à trouver quel est le scénario qui va être le plus pertinent d'un point de vue de l'impact sur la qualité de l'air et également de l'impact sur la santé des populations. Donc, un petit exemple ici sur ce que l'on peut avoir en termes d'entrant déjà du modèle. Donc, on va créer donc, une maquette qui va définir le réseau routier existant, qui va également intégrer le projet. Et ce projet va être matérialisé par le biais donc, de fichiers qui vont définir les différents types de bâtiments qui vont être installés avec leurs orientations. Donc, on est quand même sur des éléments qui sont assez fins d'un point de vue de la connaissance du projet. D'autre part, au niveau des entrants du modèle qui vont être impactants, on va avoir de la météo, donc des fichiers météorologiques, donc qui est plus ou moins complexe en termes de vitesse, direction, nébulosité et précipitation. Et on va bien sûr intégrer tout ce qui est aspect topographie et bâtiments d'un point de vue de leur hauteur et de leur localisation. Donc sur ce type de réaménagement, voilà en fait le type de sortant que l'on peut avoir en termes de cartographie de l'impact. Ici donc une cartographie qui concerne les concentrations en dioxyde d'azote, donc en lien avec les différents impacts des tracés routiers que l'on peut clairement noter en fait sur la carte, avec un impact très important d'une 4 voies qui se situe donc au sud de la carte. Et en fait, selon l'orientation et la localisation des bâtiments, on peut voir en fait l'impact que chaque bâtiment va recevoir en termes de concentration en dioxyde d'azote et les zones finalement qui vont être épargnées ou qui vont permettre d'avoir une réduction de ces concentrations en dioxyde d'azote. Et donc on a identifié 3 zones, zone A, B, C en fait, pour lesquelles on identifie que l'orientation des bâtiments a clairement une influence sur la dispersion atmosphérique, selon qu'on est placé en fait
en front ou pas des axes routiers. On voit que ces bâtiments en fait font également écran d'un point de vue de l'impact sur la pollution atmosphérique. Et on voit également que sur la partie intérieure du projet, en fait, on a des concentrations en oxyde d'azote moins importantes, ce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité de vie d'un point de vue de cet impact, de cette exposition en fait aux concentrations en dioxyde d'azote. Et si on regarde en fait sur le petit tableau les teneurs en oxyde d'azote, on peut voir l'aspect bénéfique d'être positionné à tel ou tel endroit entre le côté route et le côté en fait îlot, où on peut avoir des variations assez pertinentes ou assez impactantes en tout cas sur les oxydes d'azote en termes de réduction de l'ordre de 8 à 20% selon que l'on tient compte ou pas du bruit de fond, puisque là aussi ce bruit de fond va avoir une part majoritaire en général dans le cadre de ces études d'impact. Et donc en termes de préconisation sur ce type de projet, on peut être amené, sur la base de ces différentes modélisations qui peuvent être itératives, selon qu'on peut effectivement changer la localisation des bâtiments ou leur orientation, ici à définir que finalement, il peut être quand même pertinent de maintenir des bâtiments au droit des grands axes routiers, parce qu'en fait, ces bâtiments vont faire écran d'un point de vue de la pollution atmosphérique et protéger finalement les riverains ou les habitants qui vont être situés plus dans les îlots. On peut également préconiser d'installer des barrières végétalisées denses, donc le long ici de la 4 voies, qui va permettre là aussi de pouvoir limiter les impacts sur la pollution atmosphérique et surtout préconiser des éloignements de bâtiments par rapport aux axes des voies qui ont aussi un impact sur la qualité de l'air et les risques sanitaires. Et d'autre part, on peut également concevoir qu'on peut avoir aussi des bâtiments qui, de par leur discontinuité, vont permettre aussi une meilleure circulation de l'air et avoir une meilleure dispersion atmosphérique d'un point de vue des concentrations en pollution de l'air. Donc sur ce projet, en fait, on peut regrouper finalement les 3 thématiques sur lesquelles on peut avoir une action, c'est-à-dire des thématiques en lien avec les solutions qui sont basées sur la nature, avec de la végétalisation et l'installation de barrières végétales en fonction des axes qui sont identifiés par le biais de la modélisation. On peut également avoir des actions qui sont basées sur l'urbanisation et l'architecture, notamment en faisant des bâtiments qui sont obstacles à la pollution de l'air ou en créant des îlots qui vont favoriser plutôt la dispersion. Et enfin, le dernier point, c'est des solutions qui peuvent être basées sur de la technologie, c'est-à-dire rajouter des systèmes de filtration de l'air, qui peuvent être intégrés dans le cadre d'un programme de surveillance de la qualité de l'air intérieur, donc au niveau de certains ouvrants de différents bâtiments. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Géraldine. Je propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation, celle de Fanny Mitliki, donc directrice de l'agence Bruit Paris. Donc, il faut que tu partages ton écran, Fanny, et que tu ouvres ton micro. Voilà, le micro est bon. C'est bon. Et on t'entend. Est-ce que le partage est passé? Oui. Super. Bon, merci pour cette invitation à venir participer à cette table ronde. Ravi d'être avec vous. Désolée d'être seulement à distance. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans le domaine du bruit, en fait, en termes de modélisation.
rapidement quelques mots sur Bruit-Paris. Donc Bruit-Paris, on est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. On est une structure qui est un peu équivalente à ce qui existe avec les associations de surveillance de la qualité de l'air dans les régions. Donc on a été créé il y a 20 ans en fait par le Conseil régional qui a souhaité s'inspirer du modèle justement des associations de surveillance de la qualité de l'air pour créer un observatoire un peu similaire mais sur la thématique du bruit. Donc nos missions, ce sont d'observer, donc caractériser le bruit sur le territoire avec de la mesure, de la modélisation, des programmes de R&D et d'innovation, d'aider les acteurs institutionnels dans l'élaboration de politiques publiques qui prennent davantage en compte le bruit, et puis aussi fournir un certain nombre de données aux équipes de recherche pour faire progresser les connaissances sur les impacts du bruit sur la santé. Et enfin, on a un rôle de sensibilisation du grand public sur ces thématiques. Alors pourquoi s'intéresser au bruit? Alors il faut savoir que le bruit, c'est quand même le deuxième facteur environnemental qui a le plus de conséquences sur la santé d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc après la pollution atmosphérique vient le bruit urbain. Et les risques sanitaires liés au bruit sont évidemment dépendants du niveau d'intensité du bruit, mais aussi de la durée d'exposition auquel on est soumis au bruit. Donc, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais surtout parler du bruit environnemental. Donc, c'est des niveaux de bruit qui sont intermédiaires. En général, on est dans le bruit dans l'environnement, on est entre à peu près 40 et 80 décibels. Et c'est la sphère en fait où on va avoir des effets qu'on peut qualifier d'extra-auditifs du bruit, c'est-à-dire que ce ne sont pas des effets qui vont toucher directement l'audition, comme lorsqu'on est exposé à des niveaux plus intenses, voilà, mais comme par exemple dans les concerts ou au travail, si on est soumis à du bruit en atelier, là c'est vraiment le bruit environnemental, donc des risques a priori plus faibles, mais par contre qui peuvent s'inscrire sur la durée et générer donc un certain nombre de conséquences qui sont relativement bien décrites maintenant. Donc on a évidemment les effets subjectifs qu'on peut ressentir lorsqu'on est soumis à du bruit, de la gêne, de l'irritation, mais aussi des effets biologiques en termes de perturbation du sommeil et des effets sur le système endocrinien et cardiovasculaire, qui peuvent, sur le long terme, conduire à des risques accrus de faire un accident vasculaire cérébral, une infarctus du myocarde ou de développer un diabète de type 2. Donc, ça a des conséquences quand même très importantes. Et puis, il y a aussi des effets sur les performances cognitives ou sur la santé mentale. Oui, vous m'entendez bien parce que moi, j'ai une image figée de votre part, donc j'espère que c'est... Oui, on t'entend très bien. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, j'ai un petit doute. Voilà, donc les méthodes d'évaluation du bruit, elles reposent, comme pour la qualité de l'air, sur deux grands types en fait, soit la modélisation et qui va permettre d'élaborer des cartes de bruit, de faire des études, des prévisions, et puis également la mesure qui permet d'avoir des informations fines qui varient dans le temps, qui représentent bien la dynamique du bruit sur le territoire. Et donc pour ça, par exemple à Bruit-Paris, nous on exploite un réseau de plus de 200 capteurs permanents sur la région Île-de-France, et puis on fait aussi des campagnes de mesure temporaires. Donc toutes ces données de mesure, elles vont venir compléter évidemment les informations qu'on peut avoir avec la modélisation. Ça va permettre aussi de valider les modèles, et ça donne aussi par rapport aux questions de confiance dans les modélisations, des éléments pour renforcer l'appropriation des outils de modélisation auprès du grand public, notamment parce qu'on peut dire que les modèles ont été validés avec des mesures. Et puis, alors les mesures, l'inconvénient, c'est qu'elles sont fixes et que, du coup, modèle comme mesure, en fait, on a tendance à s'en servir pour évaluer l'exposition au bruit des habitants, mais en fait, tout à chacun bouge au cours de sa journée. Et donc, en fait, pour évaluer davantage l'exposition individuelle, on a recours à des mesures portatives avec des dosimètres individuels. Voilà, donc le principe de la modélisation dans le domaine du bruit, donc on va utiliser des logiciels de modélisation acoustique qui sont tridimensionnels. Ça peut être des logiciels du marché comme Cadna, Predictor, Mitra, mais ça peut être aussi des outils développés open source comme à l'heure actuelle par l'équipe de l'UMRAE en France, Noise Modeling.
Et le but, c'est, comme pour la qualité de l'air, hein, de prévoir le niveau de bruit dans l'environnement en fonction des sources en présence et puis aussi des conditions de propagation. Donc en général, ces modèles, ils peuvent être découpés en deux parties. Il y a une partie vraiment qui concerne la modélisation des émissions sonores des sources, et puis une partie qui va traiter de la propagation voilà, dans le milieu. Alors, on a besoin, comme pour la qualité de l'air, de tout un tas de données d'entrée, de topographie, de présence de bâtiments, de mode d'occupation du sol, puisque ça va influer sur l'absorption des ondes sonores, la présence des écrans, des merlons, de murs, etc., etc. Les conditions météorologiques, température, vent, et puis aussi les caractéristiques des sources qui doivent être bien décrites. Donc, par exemple, pour le trafic routier, on va chercher à avoir une évaluation du trafic en termes de débit, de vitesse, de circulation, de composition du parc, et puis également avoir des caractéristiques sur les revêtements de chaussée, par exemple, alors si c'est dans le domaine ferroviaire, les types de rails, voilà, tout ce qui peut influencer sur l'émission du bruit. Et puis concernant la propagation, on va essayer de prendre en compte tout ce qui se passe dans le milieu ambiant, à savoir d'une part l'atténuation du bruit avec la distance, qu'on appelle la divergence géométrique, le fait que l'énergie se répartit sur une sphère de plus en plus grande au fur et à mesure que le bruit, que l'onde sonore se propage, les phénomènes de réflexion, par exemple sur un obstacle, d'absorption par des matériaux, de diffraction sur une arête de mur, par exemple, et puis phénomènes aussi liés à l'absorption atmosphérique, les effets météorologiques, les effets de sol, etc., etc. Cette modélisation, elle a été particulièrement, l'usage a été particulièrement renforcé depuis 2002, en fait, depuis une directive européenne, s'appelle la directive bruit dans l'environnement, qui a demandé à ce que tous les États membres, en fait, réalisent des cartes de bruit des transports et des grandes industries sur leur territoire, donc à savoir au sein des grandes agglomérations, des agglomérations de plus de 100 000 habitants, et puis aussi le long des grandes infrastructures de transport. Et donc, progressivement, les États se sont mis à faire ces cartes. Donc là, vous avez un exemple de ce qui est produit en Île-de-France pour les 14 agglomérations qui doivent réaliser ces cartes. Donc la métropole du Grand Paris et 13 comités d'agglomération autour. Donc, ce sont les cartes de bruit routier, de bruit ferré, de bruit aérien, et aussi les cartes de bruit industriel. Je ne me suis pas présentée là. Voilà, et donc ce sont des représentations des zones, finalement, des zones à enjeu sur le territoire en termes d'emprise sonore. Voilà, donc ça a été rendu obligatoire en 2002, ça s'est mis lentement en place, parce qu'il a fallu déjà que les collectivités s'emparent du sujet. Au début, en plus, ça a été très mal transposé en France parce que la notion d'agglomération de plus de 250 000 et puis après plus de 100 000 habitants n'était pas vraiment, correspondait pas à une entité administrative unique au départ, et donc on s'était retrouvé avec un morcellement de responsabilité rien que sur la zone de l'agglomération parisienne. On avait, je crois, au début plus de 300 communes ou intercommunalités qui devaient faire chacune leur petit bout de puzzle de la carte de bruit. Donc autant vous dire que c'était pas possible. Et donc progressivement, ça s'est amélioré quand même, et l'État français a réglementé pour que ça soit vraiment soit les métropoles, soit les grandes communautés d'agglo qui aient la compétence. Donc on arrive à quelque chose de plus simple. À 49 à l'heure actuelle agglomérations qui ont cette compétence. Voilà, donc ça s'est mis progressivement en place. Voilà, vous avez un exemple là de bruit cumulé, donc toutes les sources de bruit ensemble. Donc l'usage de ces cartes de bruit, elles vont servir évidemment à faire un diagnostic, parce que le but de cette directive européenne, c'est pas juste de faire des cartes, mais de faire des plans d'action, que les autorités puissent établir des plans d'action. Donc les cartes, elles servent de support pour diagnostiquer les secteurs qui sont les plus bruyants, ou au contraire les secteurs les plus calmes qui seraient à préserver. Et donc voilà, pouvoir se servir de ce diagnostic pour acter un certain nombre d'actions dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l'environnement.
vous voyez là les secteurs en jeu, qui sont plus c'est orange foncé, plus c'est en jeu. Et puis au contraire, là par exemple sur la ville de Paris, des zones en vert qui représentent des zones potentiellement calmes, qui respectent les recommandations par exemple de l'Organisation mondiale de la santé en termes de bruit des transports. Ça nous sert aussi, donc toutes ces cartes, à remonter des statistiques sur les enjeux d'exposition au bruit de la population. Chaque agglo, chaque État doit remonter ça à Bruxelles. Et donc là, on voit par exemple que sur la zone que je viens de vous montrer, on a 14% de la population qui vit dans un endroit exposé au-delà des valeurs limites réglementaires pour le bruit des transports. Au contraire, on a 14% qui vivent dans des zones relativement préservées du bruit et qui respectent les recommandations de l'OMS, et puis tout le reste, 72% entre les deux. Voilà. Et donc, ça permet de voir quelles sont les sources aussi de bruit qui sont les plus prégnantes et qui ont les plus forts enjeux. Donc, évidemment, le bruit routier en premier lieu, mais aussi le bruit aérien en Île-de-France, par exemple, qui est très présent. Deuxième grand usage en fait de la modélisation, toujours en termes de diagnostic, c'est ça que nous permet on va pouvoir croiser ces informations sur le bruit avec d'autres enjeux environnementaux urbains, donc notamment la pollution de l'air. C'est une carte qu'on a établie en partenariat avec Air Paris l'année dernière. Donc on a croisé nos cartes de bruit avec les cartes stratégiques air au niveau de l'Île-de-France, et ça c'est une information qui est assez utile. Les collectivités s'en emparent beaucoup à l'heure actuelle parce que ça donne une information simplifiée mais qui permet quand même de bien voir les choses sur les enjeux du territoire. Donc on a une double échelle, une échelle la matrice en haut à droite qui permet de représenter en fait le niveau, les zones du territoire qui sont relativement préservées à la fois du bruit et de la pollution atmosphérique en bleu ciel, et puis au contraire les zones qui cumulent de fortes coexpositions air-bruit en rouge, voilà, donc le long des grands axes routiers, mais aussi aux abords des aéroports, et puis les zones qui ont un enjeu particulièrement fort, par exemple sur le bruit, tout en étant quand même pas terrible en termes de pollution de l'air. C'est par exemple le cas des zones aéroportuaires en marron, autour de Roissy ou d'Orly, là où on a un enjeu très fort en termes de bruit, et un petit peu moins fort en termes de qualité de l'air, mais qui est quand même présent. Des zones qui sont un peu mixtes, enfin en altéré dans les deux dimensions. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça permet d'avoir un bon diagnostic croisé de ces deux préoccupations. Et puis ça permet aussi pour les collectivités, lorsqu'on zoome dans la carte, de pouvoir Fanny. Alors on n'entend plus Fanny. Tu nous entends? Oui, allô? Oui. C'est bon? Oui. Tu as fini ton intervention? Non, ouais, presque, ouais. Voilà. Non, c'était juste parce que, voilà. En termes de diagnostic, on peut croiser avec d'autres enjeux environnementaux, donc au-delà de la qualité de l'air, aussi la pollution des sols, de l'eau, voilà. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation faits pour avoir un diagnostic approfondi. On peut évidemment aussi s'en servir pour essayer d'évaluer les impacts sanitaires. Donc, une fois qu'on a les expositions, si on a des fonctions dose-réponse entre un niveau d'exposition et un impact santé, on peut calculer ces impacts. Donc là, c'est une carte, par exemple, vous avez des années de vie en bonne santé perdues sur l'agglomération du fait de l'exposition au bruit, avec des endroits qui ressentent particulièrement impactés sur Paris, autour des aéroports, par exemple. Et puis, comme ça a été présenté tout à l'heure pour la qualité de l'air, on peut aussi faire évidemment s'en servir des modèles pour faire du prédictif, tester différents scénarios. Donc là, vous avez un exemple sur les réaménagements des berges à Paris, voilà, avec la suppression de la circulation sur les berges. Donc c'est là en haut à droite, voilà, ce que ça a permis d'améliorer localement, mais avec un effet un petit peu de report sur les KO, et puis d'autres hypothèses qui auraient pu être faites, de supprimer uniquement une seule file, par exemple, de mettre les pistes cyclables en bas, enfin voilà, différents scénarios qui peuvent être testés et voir les implications en termes d'exposition des populations.
Également, alors voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire en termes de modélisation dans le domaine du bruit. Déjà, les cartes stratégiques dont je vous ai parlé au niveau de la directive européenne, elles sont produites uniquement à 4 mètres à hauteur du sol, sous forme d'une couche en 2D. Il sera évidemment très utile de pouvoir généraliser la représentation en 3D, parce que lorsqu'on est en présence d'un écran, par exemple, vous voyez ici, on peut avoir un écart de jusqu'à 13 dB entre le haut d'un bâtiment et le bas du fait de la présence de l'écran. Donc, c'est vrai que quand on représente qu'à 4 mètres, on n'a qu'une vision très partielle de la situation de l'exposition des populations dans les bâtiments de haute hauteur. L'autre perspective, c'est de passer du statique au dynamique, parce qu'évidemment, les cartes, ça représente un état statique et les gens sont exposés à du bruit qui fluctue en permanence. Et donc, on a une initiative en cours à Bruit-Paris là, pour faire une représentation des 3 minutes du bruit généré par le périphérique parisien. Enfin, une grosse limite des cartes de bruit, c'est l'utilisation d'indicateurs de bruit moyennés, de doses de bruit globales, qui prennent pas bien en compte les événements sonores. Et donc ça, on pourra y revenir. Et puis, enfin, on a encore une grosse limitation, c'est qu'on n'intègre pas dans les modélisations toutes les sources de bruit qu'il peut y avoir dans la vraie vie, notamment les présences de bars, d'établissements qui génèrent du bruit la nuit, des grands chantiers, c'est assez mal pris en compte. On se limite souvent au transport et aux grandes industries, et ça, c'est aussi une limitation, parce qu'évidemment, en zone urbaine, par exemple, quand on a des politiques de piétonisation, de développement de limitation de l'usage de la voiture, si dans le même temps il y a un développement de l'activité commerciale, des bars, etc., et ben, ça peut être, dans certains cas, contre-productif pour les habitants, parce qu'ils ont moins de bruit en journée, mais ils en ont plus la nuit. C'est 2 heures où ils voudraient dormir et le bruit les gêne le plus. Voilà, un petit aperçu de ce qu'on fait en termes de modélisation du bruit. Merci beaucoup, Fanny. Et je propose, sans plus attendre, de passer à notre dernier intervenant, Frédéric Pradel. Bien, bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère pouvoir contribuer avec mes collègues un petit peu aux réflexions de ces 2 journées. Donc moi, Frédéric Pradel, je fais partie de la société Rambol. Je vais essayer d'être bref. Donc Rambol, c'est une société d'ingénierie, conseil, architecture qui a maintenant 80 ans d'existence, qui est basée à Copenhague. On a la particularité d'être détenu par une fondation, la fondation Rambol, donc ce qui garantit quelque part notre indépendance. Donc on est un petit peu plus de 18 000 personnes dans le monde, présentes dans 35 pays. Pour reboucler au sujet du jour, on a un centre d'excellence simulation numérique à Copenhague, donc qui fournit, on va dire, des outils de modélisation, des machines de calcul, etc., dont peuvent bénéficier le groupe. Et les utilisateurs sont surtout les gens qui travaillent sur bâtiments durables notamment, et les gens qui travaillent sur l'environnement. Donc on a une grosse équipe d'environnement chez Rambol, on a à peu près 3000 dans le monde, dont je fais partie, et on a notamment un service air et climat qui comprend 400 personnes, et moi je coordonne cette activité à échelle européenne. Donc ça fait à peu près 80 personnes en Europe et une petite trentaine en France. Et dans ce cadre-là, on accompagne nos clients sur des questions donc air, climat, pour répondre à des enjeux réglementaires, des enjeux de R&D parfois, ou d'approfondissement des connaissances. Donc historiquement, on travaillait beaucoup pour les acteurs privés, industrie, opérateurs d'infrastructures, et de plus en plus pour les villes et les aménageurs. Donc je peux en dire plus sur Rambol. Ce que je souhaitais, c'était de profiter là, des 5 petites minutes qui me sont allouées pour vous présenter cette méthodologie, Géraldine en a un petit peu parlé, qui s'appelle Modèle Air Urba, donc que l'on a développé pour le compte de l'ADEME, avec un partenaire qui s'appelle AYA, qui est un cabinet d'urbanistes architectes plutôt orienté sur urbanisme favorable à la santé. Et ce projet Modèle Air Urba, qui a démarré
démarré en 2020, en fait, c'est passé en 2 temps, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une expérimentation financée dans le cadre du dispositif ACTER, donc qui a porté sur 2 sites en Île-de-France, donc sur le territoire Plaine Commune, donc juste au nord du périphérique, qui est un territoire très contraint d'un point de vue de la qualité de l'air, puisque il borde le périphérique et puis il est traversé par l'autoroute A1 et A86. Et c'est un territoire qui a besoin de se développer en termes de logement, notamment pour développer des logements sociaux. Donc fort enjeu d'aménager dans ce milieu contraint d'un point de vue qualité de l'air. Donc ça, c'était la partie expérimentation. On a pu travailler sur 2 sites pilotes, faire pas mal de modélisation de la qualité de l'air. Et du coup, on tirait un certain nombre d'enseignements et on s'est dit avec l'ADEME que ça serait pas mal d'aller plus loin et finalement d'aboutir à une méthode plus générale dont les collectivités, décideurs, aménageurs pourraient s'emparer lorsqu'ils ont besoin d'aménager dans les villes et de prendre en compte les questions de la qualité de l'air. Donc ça a donné lieu à l'apparition d'un guide qui est paru il y a quelques mois, là, début 2025, janvier 2025, qui est à l'intention des décideurs. On peut passer à la slide suivante, je pense. Et porteur de projet, donc, qui est un traitement en fait concerné des enjeux de la qualité de l'air, concerté et intégré, qui doit être robuste évidemment d'un point de vue méthodologique, scientifique, sur ces sujets qualité de l'air. C'est un guide qui parle principalement de la qualité de l'air, un petit peu du climat aussi, parce qu'il y a des co-bénéfices évidents. Et puis qui a vocation à apporter des solutions aussi opérationnelles, contextualisées, c'est-à-dire pas uniquement de donner des généralités, mais de pouvoir être appliquées sur chaque projet. Donc pour entrer un petit peu dans le détail, sur la slide suivante, voilà, la particularité de cette méthode, c'est qu'elle elle intègre en fait toute la durée de vie du projet, c'est-à-dire depuis la programmation de départ jusqu'à la livraison, en passant par les phases chantier, les phases de conception, etc. Donc les outils de modélisation servent plutôt au départ, au niveau de la conception, mais ce qui est assez nouveau dans la démarche, nous en tant que on va dire société de conseil, bureau d'études, on intervenait beaucoup sur des questions d'études d'impact. Donc plutôt une fois que le projet est ficelé, on nous demande de vérifier que tout va bien, en gros, et on livre une étude qui va alimenter une pièce administrative au dossier. Là, on est beaucoup plus dans l'utilisation des outils de modélisation en amont dès la conception des projets. Alors sur la slide suivante, on a voilà, un exemple d'éléments méthodologiques détaillés qui permettent de donner des clés aux porteurs de projets pour prendre en compte les enjeux de qualité de l'air dans les aménagements urbains. Donc là, on s'est beaucoup appuyé sur les expérimentations de départ, sur les 2 sites pilotes, beaucoup aussi de revues de la littérature, etc., pour en tirer des enseignements généraux qu'on a pu synthétiser voilà, au sein de ce qu'on appelle une fresque de la qualité de l'air en ville, donc qui reprend les principaux phénomènes et puis les principales bonnes pratiques, on va dire. Mais le projet Modèle Air Urbain, c'est aussi de décliner des outils numériques et de la modélisation à chaque projet. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Voilà, où là on utilise des modèles qu'on dit CFD, c'est-à-dire le modèle de mécanique des fluides, ça rejoint un petit peu ce qu'on montrait tout à l'heure, pour visualiser les niveaux de pollution, je dirais, à l'échelle des projets urbains, mais aussi pouvoir comparer, c'est ce qu'on a sur l'image de droite, de comparer plusieurs scénarios, ça c'est une grosse force de ces outils, et de voir, en fonction de l'évolution des projets, est-ce qu'on améliore ou est-ce qu'on détériore les questions de qualité de l'air. Je passe rapidement là-dessus, je pense qu'on y reviendra. Pour terminer avec ça, en disant que cette méthode modèle Air Urbain ne se contente pas d'apporter des éléments techniques et de préconiser de la modélisation systématique, mais permet, en tout cas donne des clés aux décideurs et aux porteurs de projets, et en l'occurrence ici beaucoup aux collectivités, pour intégrer ces questions de qualité de l'air dans les documents cadres d'urbanisme. Et c'est ce qu'ont commencé à faire un certain nombre de territoires, à commencer par le territoire Plaine Commune que j'évoquais, qui était un petit peu à l'initiative du projet, qui a intégré dans son PLUI tout un volet qualité de l'air, pas uniquement avec des bonnes pratiques, mais qui préconise la mise en œuvre de la démarche modèle Air Urbain, ce qui veut dire des OAP, donc, ce qui sont un petit peu les orientations
aménagement, programmation, donc vraiment la stratégie des plans d'urbanisme. Il y a une OAP spécifique sur la partie qualité de l'air, donc avec des bonnes pratiques basées sur l'expérimentation modèle air urbain. Par exemple, ne pas construire un groupe scolaire à moins de 100 mètres d'un axe routier ou 200 mètres, ce genre de choses, mais qui sont des mesures fortes d'un point de vue politique, mais aussi de dérouler une méthode spécifique, en l'occurrence modèle air urbain, avec la modélisation systématique pour peu qu'il y ait un enjeu sur les projets. Donc là, quelque part, on vulgarise, mais on étend cette utilisation de la modélisation systématiquement dans l'ensemble des projets. Cette approche-là est vraiment portée par les décideurs et les politiques. Parce que intégrer ces choses-là dans des PLUI, ce qui impacte jusqu'au permis de construire, c'est pas anodin. Quand on parle aux urbanistes au niveau des territoires, la qualité de l'air, c'est un petit peu nouveau pour eux. Donc c'est quelque chose de très nouveau tout ça. Voilà, bon, j'en reste là. Vous retrouvez des retours d'expérience intéressants dans ce guide de collectivités, l'Eurométropole de Strasbourg, Pleine Commune, la métropole de Grand Paris, qui ont mis des choses en place similaires à l'approche modèle air urbain, on va dire. Et puis, le guide modèle air urbain est sur la librairie ADEME, vous pouvez y avoir accès en ligne. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous les trois. Vos présentations ont permis, je pense, de rendre concret ce que c'est qu'une modélisation, une simulation. Carole, c'est bon ? Ont permis de rendre concret une modélisation, une simulation. Avant de revenir sur le processus, peut-être quelques questions faussement candides pour préciser les choses. Un modèle, concrètement, c'est quoi? C'est un logiciel, c'est des abacs, concrètement ça marche comment, et où est-ce qu'on le trouve? Est-ce que quand on se dit on veut modéliser le bruit, la qualité de l'air, le microclimat, on a un endroit où se trouvent tous les modèles, on les télécharge, peut-être préciser un tout petit peu ces éléments-là. Je ne sais pas qui veut... Oui, je veux bien commencer, effectivement. Alors, les modèles, effectivement, ça se base sur un certain nombre d'équations, en fait, plus ou moins complexes, selon qu'on a des modèles qu'on appelle des modèles 2D, c'est-à-dire des modèles 2 dimensions, ou des modèles 3D, 3 dimensions. Donc, c'est plus ou moins complexe en termes de résolution des différentes équations. C'est plus ou moins complexe à l'utilisation également. Et en termes de localisation de ces modèles, on peut avoir accès à des modèles qui sont en open source, en fait. L'USIPA, il y a des portails. L'Agence de l'environnement américaine. Permet d'accéder à certains types de modèles. Et puis après, on a des sociétés spécifiques qui vont prendre le parti de développer des modèles très, très particuliers, que ce soit dans le 2D, dans le 3D, avec soit une... comment dirais-je, un accès à ces modèles au bureau d'études par le biais de licences qui leur sont accordées, soit certains modèles restent effectivement propriété de certaines des bureaux qui développent ce type de modèles. On reviendra cet après-midi un peu sur comment on fabrique les modèles. Et concrètement, qui c'est qui les utilise? Vous avez parlé des décideurs, vous avez parlé parfois du public. Est-ce que c'est eux qui utilisent les modèles? Est-ce que c'est les acteurs comme vous, les trois organismes que vous représentez, qui utilisent les modèles? Combien de temps ça prend un modèle? Est-ce que c'est on appuie sur un bouton, c'est immédiat? Est-ce que c'est plus compliqué? Voilà, juste donner un peu des. Mais ça peut être. Oui, n'hésite pas à faire. C'est vrai, nous on se situe plutôt. Alors, société de conseil, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'accompagnement de nos clients, et on met en œuvre des outils pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc on développe, je dirais pas ou peu, typiquement dans nos services, on a soit des collègues qui développent, on a plutôt vocation à utiliser des outils open source de plus en plus, qui font consensus, et à les utiliser au mieux pour pouvoir apporter des réponses aux décideurs qui ne les utilisent pas en général, plutôt des outils d'experts, si on parle de microclimat dans la ville ou de
qualité de l'air. Donc on se situe à cette interface-là, avec parfois, on en parlera peut-être, mais pas mal de chemins entre le modèle qui sort un résultat numérique et puis l'attente du décideur qui va avoir des besoins précis et parfois il y a un gap entre les deux voilà, sur lequel il faut faire des ponts importants. Oui, Fanny. Oui, alors, du côté du bruit, en fait, les modèles, alors il y en a beaucoup qui sont produits par des sociétés commerciales, hein, donc on peut acheter des licences. Ils sont utilisés, soit, donc ces modèles sont utilisés par des bureaux d'études, par des associations comme la nôtre pour réaliser des fameuses cartes stratégiques de bruit. Je dirais, le temps de calcul, c'est très dépendant évidemment du territoire sur lequel on modélise. Hein. Si c'est une étude très locale, ça va être très rapide. Par contre, lorsqu'on fait des cartes stratégiques de bruit, comme je vous ai montré à l'échelle d'un territoire de 10 millions d'habitants, ce qui est très très consommateur en temps, c'est la récupération des données d'entrée. Et donc il y a encore une démarche de progrès très importante sur la mobilisation des données d'entrée, notamment des données de trafic. Même s'il y a eu beaucoup de progrès, il y a beaucoup de données qui sont maintenant en open data, mais pas toutes. Et ça reste quand même très très lourd. C'est pour ça que le rythme de mise à jour d'ailleurs de ces cartes stratégiques de bruit, c'est tous les 5 ans. Et il faut voir que là, par exemple, on est en train déjà de préparer l'échéance 5, c'est-à-dire celle où on doit produire des cartes de bruit avant le mois de juin 2027, et que donc on a attaqué 2 ans et demi avant, en fait, la collecte des données d'entrée, notamment sur les trafics routiers, parce que c'est un travail de longue haleine, en fait. Et évidemment, si les données d'entrée sont pas bonnes, les données de sortie ne seront pas bonnes non plus. Donc voilà, ne pas négliger la phase de collecte de toutes les données en entrée. C'est important parce que ça veut dire que le processus de fabrication d'une simulation, c'est quelque chose qui peut être coûteux, qui peut nécessiter aussi du temps de validation des données, de qualification des données, de validation, et donc bah, ça peut parfois limiter un petit peu la démultiplication du nombre de scénarios que l'on peut faire. Dans tout ce que vous nous avez montré, on a vu beaucoup de représentations cartographiques des résultats. Ça veut dire que souvent, la transmission ce que tu disais Frédéric, du message entre la sortie brute du modèle et la personne qui va utiliser l'information, soit un décideur, alors peut-être il faudra préciser ce qu'on entend par décideur, mais que ce soit un public, ça passe par cet objet intermédiaire qui est une représentation cartographique 2D, parfois 3D, comme certains d'entre vous ont montré, parfois animée. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être commenter autour de ça? Est-ce qu'il y a des façons de faire passer ces messages? Est-ce qu'il y a des codes de représentation? Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut imaginer autour de cette représentation des résultats? Est-ce qu'il y a des attentes de vos clients, entre guillemets, sur comment les résultats doivent être mis en forme? Alors, si je commence, oui, c'est vrai que la carte, c'est quand même un outil assez parlant. Il y a pas mal d'expérimentations pour avoir des choses beaucoup plus dynamiques en 3D, on fait de la vidéo, etc. Quand on a besoin de prendre une décision, souvent les gens raisonnent souvent à partir d'une carte. Je me suis aperçu de ça. Et pour citer quelques exemples, enfin, quand on parle par exemple de la qualité de l'air, c'est l'intérêt de la modélisation, c'est quand même de rendre aussi visible ce qui n'est pas. Et je pourrais citer quelques exemples voilà, d'élus qui se sont retrouvés, qui étaient quelque part dans le panel de discussion, qui se sont retrouvés avec des cartes dans les mains. Alors ensuite, on peut critiquer les cartes, il y a pas mal de limitations, là aussi on pourrait y revenir, mais qui, une fois ces cartes en main et une fois ces cartes visibles, quelque part, avait du mal à reculer face à l'évidence, quoi. Donc un élu, quand il se retrouve avec un projet urbain, avec un groupe scolaire qui est dans une zone, on va dire rouge, non admissible d'un point de vue qualité de l'air, parce qu'on dépasse des valeurs limites ou des valeurs de l'OMS, etc., il est très difficile pour lui de dire bah, c'est bien, on continue, il n'y a pas de problème, quoi. Alors qu'avant, c'était plutôt des discussions, oui, mais voilà, enfin, on peut parler de plein de choses, de politique publique, qualité de l'air, ZFE, etc. Mais une fois que les cartes sont là, c'est difficile de nier l'évidence. Et ouais, j'ai en tête
projets comme ça, enfin plein de communes on en a parlé, où un des élus a amputé le projet d'une partie de constructibilité, donc ce qui avait un impact économique assez énorme par rapport au projet initial. Et puis un autre sur un groupe scolaire aussi, où on m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la pollution? Je dis, au niveau du groupe scolaire, une des premières choses, ça serait de reculer le groupe scolaire et de le mettre à un autre endroit. Non mais ça c'est pas possible, le projet est ficelé comme ça. Donc on nous a fait travailler sur tout un tas de choses pour bâtir des écrans, des choses comme ça, protéger. Mais une fois que le maire, c'était à Créteil, une fois que le maire de Créteil a vu les cartes et que le groupe scolaire se retrouvait dans une zone rouge, pour lui, j'ai dit non mais c'est pas possible, il faut revoir le projet a été revu, quoi. Donc un impact assez fort de la carte. Non, mais c'est évident qu'effectivement, d'un point de vue de la communication, en fait, ces cartes, elles permettent de toucher le grand public de façon assez facile en termes de lisibilité. Mais après, voilà, il y a quand même un autre pendant, c'est la lecture qu'on peut faire de ces cartes. Et aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même un jeu de couleurs qui est mis sur ces cartes, qui de toute façon fait transparaître immédiatement le fait qu'on va avoir des zones avec un impact rouge, avec un impact fort sur la qualité de l'air, et des zones, on va dire, qui sont plus bleues ouvertes, pour lesquelles on va plutôt favoriser et dire qu'on est en deçà des valeurs limites. Mais c'est vrai que ces cartes, elles permettent visuellement aussi de pouvoir comparer facilement les scénarios les uns avec les autres, parce qu'en fait, on peut rapidement s'apercevoir du gain ou de la dégradation sur deux cartes identiques en fonction de deux scénarios différents de l'impact en fait du scénario qui sera le plus pertinent d'un point de vue de la qualité de l'air. Donc c'est un sortant qui est un outil de communication en fait important. Et est-ce que tout le monde comprend bien les cartes? Est-ce que vous avez été confronté à des situations où, que ce soit des élus, que ce soit du public, ils ne comprennent pas forcément soit l'information qui leur est fournie, soit comment elle a été produite? Moi, j'ai été frappé par une anecdote sur Lyon. On a une appli qui représente les cartes de qualité de l'air qui sont produites par des outils de modélisation. Et plusieurs fois, des personnes se sont retournées vers Atmo Rhône-Alpes en disant « Je ne comprends pas parce que vous produisez une information sur la qualité de l'air dans ma rue, mais j'ai beau regarder, je ne vois pas de capteur dans ma rue. » Ça dit quelque chose sur la façon dont les gens comprennent la carte et comment elle a été produite. Est-ce que dans le domaine du bruit ou dans le domaine... Oui, si je peux me permettre, nous, c'est particulièrement vrai. Hein. On a tout le temps, en fait. Les gens ont l'impression que les cartes sont produites à partir des mesures. Donc ça, on a tout le temps cette question-là. Les journalistes, c'est la même chose. On est beaucoup en lien avec les journalistes. Voilà, pour les gens, une carte ne peut être produite qu'à partir de mesures. Donc, ils s'imaginent qu'on fait des mesures tous les 10 mètres avec des sonomètres et que c'est ça qui nous permet de faire des cartes. Donc, d'une manière générale, je pense qu'en France, on a peu confiance dans la modélisation et que ça se ressent dans la manière dont la population appréhende ces cartes. Donc, on essaye d'expliquer que c'est fait par modélisation, qu'il y a évidemment des mesures qui vont nous permettre de valider à certains endroits que la modélisation n'est pas trop fausse, mais ça reste difficile, voilà, à comprendre quand même d'une manière générale pour le grand public. Après, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un moyen quand même d'objectiver et du coup de pousser à l'action. Nous, c'est très vrai. Depuis qu'il y a cette dynamique de carte stratégique de bruit, les élus se mobilisent sur la question et commencent à élaborer des plans d'action. S'il n'y avait pas eu cette étape de cartographie, on en serait loin. Et justement sur cette question de la confiance, comment est-ce qu'on donne confiance dans le modèle? Et peut-être une question complémentaire, comment est-ce qu'on utilise un modèle même si on sait qu'il n'est pas tout à fait juste? Est-ce que c'est grave qu'un modèle ne représente pas complètement la réalité?
Ça dépend un petit peu des objectifs, hein. C'est un petit peu les limites de l'exercice, c'est-à-dire que là où les outils de modélisation sont très, j'allais dire, utiles et robustes, et quand on fait de la comparaison de scénarios, voilà, parce qu'on se place dans des conditions, je dirais, identiques en termes de pollution de fond, etc. Et on modifie juste, par exemple, de la forme architecturale, ce genre de choses, et on regarde les différences qu'on peut avoir et les impacts que ça peut avoir. Donc là, c'est des outils très performants, d'autant plus qu'on travaille sur de la projection, de l'urbanisme qui n'existe pas encore. Donc là, c'est complètement pertinent. Là où ça peut être un peu risqué, c'est quand on nous demande de faire une carte de ce que sera la pollution à l'échelle du projet en 2035, par exemple. Donc là, il y a évidemment beaucoup d'hypothèses derrière. Et là, je ne cache pas que quand les cartes sont produites, enfin comme toutes les cartes, une fois qu'elles nous échappent quelque part, bon, les gens les prennent un petit peu pour argent comptant en oubliant les hypothèses qu'il y a derrière, quoi. Et alors qu'il y a beaucoup d'hypothèses derrière, donc il est important de les rappeler, quoi. Donc ça dépend un petit peu des objectifs des questions, et ça parfois les utilisateurs finaux ou les gens qui les utilisent n'ont pas forcément tout ça en tête, quoi. Donc à la fois les gens sont méfiants, mais à la fois une fois que les cartes sont produites, etc., les gens ont tendance quand même à les utiliser pour argent comptant en oubliant un petit peu les hypothèses qu'il y a derrière, quoi. Cette méfiance et cette tout à fait, confiance. je rejoins tout à fait ce que dit Frédéric, parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est effectivement extraire une carte de son contexte. Finalement, quelquefois, ça ne veut presque plus rien dire, alors que le but, c'est d'avoir des cartes qui peuvent être comparées entre elles avec des paramètres et des hypothèses de base identiques. Et là, effectivement, on peut avoir une pertinence sur les résultats pour faire une comparaison entre les différents scénarios. Mais faire une carte pour faire une carte, par exemple, qui ne serait qu'un état, effectivement, à l'instant T, à un horizon X, engendre effectivement des incertitudes qui sont complexes à identifier, parce qu'on a des incertitudes à plein de niveaux au niveau des modèles, quoi, que ce soit au niveau... toutes les entrantes du modèle sont des incertitudes. Que ce soit les données météorologiques, que ce soit les données de trafic, les données de caractérisation des sources, toutes vont avoir leurs incertitudes qui forcément vont se cumuler sur l'ensemble de la chaîne de modélisation. Et du coup, toutes ces précautions d'usage que tu évoques, finalement, est-ce que ça veut dire que c'est pas si facile? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le décideur fasse tourner lui-même son modèle, que le grand public fasse tourner lui-même son modèle, qu'on puisse jouer des scénarios, s'approprier un petit peu pour finalement rendre les différents niveaux d'acteurs, justement acteurs du processus de penser la ville, de concevoir la ville. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, ou est-ce que c'est un peu trop compliqué parce qu'il faut être un peu expert pour utiliser un modèle? C'est une question ouverte. Hein. Ça nécessite quand même un peu de technicité quand même d'utiliser un modèle. Plus il va être complexe, plus évidemment la technicité est importante, et effectivement, je pense que c'est quelquefois réducteur de dire qu'on utilise un modèle, on appuie sur un bouton et ça sort immédiatement le résultat. En fait, je pense que c'est pas aussi simple que ça, en fait, parce qu'il y a quand même il faut savoir quand même interpréter le résultat, il faut connaître effectivement quel est l'objectif et dans quel contexte on se place lorsqu'on fait de la modélisation, et avoir un recul suffisamment pertinent sur les entrants et sur les hypothèses de travail qu'on va rentrer dans le modèle, en fait. Donc, la réduction quelquefois qui est faite, non mais de toute façon vous appuyez sur un bouton pour faire de la modélisation et puis le résultat est immédiat, et quelquefois un peu réductrice, en fait. Je ne sais pas si... Oui. Ouais, je pense que c'est difficile en effet pour l'instant. Enfin, dans l'état actuel, je vois pas bien comment un particulier, une association, élu pourrait directement utiliser un modèle, et voilà. Il y a quand même beaucoup de technicité, de collecte, surtout des informations d'entrée. Par contre, je pense que ce qui est jouable, c'est à partir d'un modèle préparé, de mettre à la disposition ce modèle pour faire des scénarios, tester ces scénarios
que les gens puissent être acteurs des scénarios. Ça, je pense que ça, c'est un pas qui peut être proposé, c'est-à-dire faire tout le travail de fond, de collecte des informations, de structuration du modèle, de développement du modèle 3D, et par contre, et après laisser la possibilité de jouer sur certains facteurs, voilà, à chacun. Ça, je pense que c'est une étape qui pourrait être accessible au court terme. Je ne sais pas si Frédéric voulait bien rajouter. Oui, rappelez aussi sur la façon dont on fonctionne et qui évolue un petit peu avec nous des équipes projets de développement urbain, c'est qu'on est de plus en plus intégrés aux équipes. Donc on travaille avec eux en concertation pour faire avancer le projet. Ce n'est pas une étude déconnectée qui commande, ils ont les résultats et puis ils se basent là-dessus pour avancer. Enfin, il y a eu beaucoup de ça dans le passé, mais de plus en plus, on essaie de faire partie des équipes projets et du coup d'arriver avec des outils assez opérationnels ensemble, parce que nous, ayant la connaissance quand même technique et étant en capacité d'expliquer un petit peu ce qui se passe, de travailler avec les outils voilà, et de faire évoluer les projets dans ce sens-là. Donc il y a quand même un rapprochement entre les gens qui utilisent les modèles et puis les équipes qui développent les projets, plus étroit qu'il y a encore quelques années. Est-ce qu'un jour on ira vers un modèle qui un peu jumeau numérique qui intégrera largement l'ensemble des questions à traiter, je vais le dire comme ça, le bruit, la qualité de l'air, le trafic, le microclimat. Et pour aller encore plus loin dans la question, est-ce que tout peut être mis dans un modèle? Est-ce qu'il y a encore des choses qui, ou peut-être indéfiniment, des champs, des aspects, des questions qui vous sont posées par les acteurs qui échappent à ce qu'on pourrait mettre dans un modèle? Par exemple, si je peux me permettre, sur les sources, la caractérisation des sources, il y a beaucoup de choses qui échappent au modèle, notamment tout ce qui est comportement. C'est-à-dire qu'on part du principe, quand on fait une modélisation, que tous les véhicules sont conduits dans les conditions des véhicules homologués, avec les vitesses de circulation qu'on peut connecter. Mais en fait, dans la pratique, par exemple, sur le bruit, on sait qu'on a 1%, à peu près un peu moins d'1% des véhicules qui génèrent plus de 20% du bruit. Ce sont tous les comportements inciviques, les motos trafiquées et conduites en sur-régime. Et ça échappe complètement au domaine de la modélisation. Donc tout n'est pas, pas possible, notamment ce qui est du comportement humain, qui est plus délicat. Après, on pourrait faire un peu de modèles statistiques, c'est-à-dire introduire artificiellement voilà, des événements intempestifs, mais voilà, c'est quand même assez difficile à l'heure actuelle. Peut-être juste une dernière question avant de tourner vers la salle et d'ouvrir les questions, mais dans quelle mesure est-ce que vous êtes partie prenante du développement, de l'amélioration des modèles? Vous les utilisez, mais comment est-ce que vous interagissez avec ceux qui les développent? Et ça fera une ouverture vers l'après-midi. Est-ce que vous leur faites des retours? Est-ce que vous collaborez avec eux pour construire des modèles à part entière ou des évolutions des modèles? Voilà. Quel est votre rôle à vous pour changer les modèles et faire évoluer? Fanny? Oui, si je peux me permettre, c'est un peu délicat d'être tout le temps à distance. Donc, je pense que oui, nous, on a un rôle d'interaction, je dirais, parce qu'on a un réseau de mesure, donc on est capable aussi de voir la réalité du terrain et de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, notamment, par exemple, sur une donnée d'entrée qui est assez essentielle pour le bruit, qui est la qualité des chaussées, la qualité acoustique des chaussées. On sait que les modèles, derrière les modèles, en fait, il y a une méthodologie qui est harmonisée au niveau européen qui s'appelle Knossos, qui définit en fait les règles pour calculer les émissions sonores des véhicules et puis aussi les règles à utiliser pour calculer la propagation du bruit. Et la prise en compte des revêtements de chaussée, typiquement, c'est quelque chose qui est assez mal fait dans
dans cette méthodologie harmonisée au niveau européen, et quand on regarde dans la vraie vie, en fait, entre une chaussée très dégradée et une chaussée très performante d'un point de vue acoustique, on peut avoir jusqu'à 15 décibels d'écart d'émissions de bruit de roulement. Or que le modèle, entre un très mauvais revêtement ou un très bon revêtement, on arrive dans une dynamique de plus ou moins 4 dB à tout casser, quoi. Donc on représente pas du tout la dynamique qu'on a dans la réalité. Et donc ça, c'est vrai que grâce aux mesures qu'on peut faire, on remonte ces éléments-là, et ça peut pousser les gens à se questionner. Et ça, c'est vrai que c'est très important, parce que du coup, la Commission européenne, quand ils font des scénarios à l'heure actuelle pour savoir quelles sont les marges de manœuvre pour améliorer, enfin pour diminuer le bruit routier, ils vont pas tellement avoir tendance à pousser sur la mise en place de revêtements de chaussée. Ils vont plutôt pousser sur la sévérisation des normes sur les véhicules, par exemple. Alors qu'en fait, dans la réalité, les marges de manœuvre sur les revêtements de chaussée sont beaucoup plus importantes que ce qu'on va pouvoir avoir à l'émission sur un véhicule. Donc voilà, donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Là. Sur le développement des modèles, sur votre... Ouais, c'est vrai qu'en fait, moi j'utilise des modèles depuis plus de 15 ans, donc j'ai vu quand même des évolutions notables sur les modèles qui intègrent dorénavant beaucoup plus d'éléments, notamment des murs anti-bruit, des différents types de barrières végétales, bien qu'on puisse aller peut-être plus loin dans ce domaine-là. Donc oui, il y a eu des évolutions sur la prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui sont intéressants dans la partie de la modélisation. Après, il reste toujours effectivement des points particuliers qui peuvent être relevés. Par exemple, sur la partie pollution de l'air, on aimerait bien que la remise en suspension des poussières, par exemple, soit mieux prise en compte dans le cadre des modèles que ce que ce n'est aujourd'hui, en fait. Sur la dimension aussi, enfin, sur la prise en compte de certains types de sources, lorsqu'on passe en passage souterrain, sur certaines configurations, il y a certains éléments qui peuvent rester à affiner, effectivement. Oui, peut-être pour compléter, je rejoins ce qui a été dit. Hein, on est souvent, nous, on interface entre les développeurs et puis les utilisateurs finaux, donc on est bien placé pour faire le lien entre les deux. Donc il y a ces améliorations-là, particulièrement en suspension, la question d'intégration de la végétation aussi dans les modèles, de point de vue dynamique, etc., qui est importante. Après, on utilise quand même de plus en plus des modèles type CFD, mécanique des fluides, etc., donc on ne rechallenge pas toute la partie mécaflux, enfin, etc. Par contre, si j'avais une suggestion à faire, ça serait plutôt au niveau de la mise en œuvre de ces outils ou la facilitation de la mise en œuvre. Moi, je suis toujours effaré en tant que bureau d'études, quand on facture une prestation à un client, que la majorité du prix de la prestation, enfin, pas la majorité, mais une grosse partie, passe dans la fabrication de la maquette d'abord. Donc, on passe un temps fou à faire des maquettes, à les calibrer, voir que ça marche bien, etc. Alors qu'en tant que société de conseil, on devrait passer 90% de notre temps à conseiller notre client. Et la partie numérique, on devrait juste être là en appui, enfin tourner vite. Et ça on en parlait il y a 10 ans ou plus, et ça n'a pas tellement évolué. Ou alors quand un client nous demande, ok super, on va tester un autre scénario, faire ça, en général on lui dit, ça va coûter beaucoup plus cher et on se revoit dans un mois, alors qu'on souhaiterait avoir une réponse immédiate quasiment, quoi. Parce qu'il va falloir retoucher la maquette, refaire tourner des modèles, refaire des cartes, etc. Et ça, voilà, à l'époque de l'open data, de l'intelligence artificielle, etc. Des fois, on tombe un peu des nues par rapport à ça, et c'est un petit peu dommage. Merci beaucoup. Je propose qu'on se tourne vers la salle et qu'on échange qu'on vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions sur tout ce qu'on a évoqué sur l'usage des modèles. Peut-être qu'on peut prendre un micro et le partager. Pascal. Allô, ça marche. C'est un micro pour faire du rock.
Je voudrais revenir. Ah mince. Pascal Béguin, professeur d'ergonomie, je suis membre du conseil scientifique du CEU aussi. Je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure à la mairie, dans une mairie sur une école, en disant bon, bah, quand on a une modélisation, ça se pose là, et les acteurs ne peuvent pas contourner ça. C'est intéressant, mais ça dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment ça fonctionne pour accompagner les réflexions dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'on peut faire, parce qu'on est dans un processus de conception. Donc ma question, c'est comment la modélisation s'inscrit dans une logique de conception. Et plus précisément, sachant que vous avez quand même souligné tous les trois le coût de modification et de définition des modèles que vous utilisez, est-ce que vous arrivez à accompagner les choix ou les réflexions des acteurs en leur proposant des modèles qui permettent de rendre compte de l'impact de leurs décisions? Est-ce que vous arrivez à faire ça aujourd'hui avec les modèles que vous utilisez? Alors, sur la première question, effectivement, je vous ai donné cet exemple, mais l'approche modèle Airbag que j'évoquais intègre boîte à outils, hein, justement, qui permettent d'utiliser un certain nombre de leviers pour limiter l'exposition des personnes, hein, puisque l'on parle de la qualité de l'air. Hein, donc, jouer sur la forme architecturale, jouer sur la végétalisation, ce qui n'est pas un sujet super évident d'un point de vue de la qualité de l'air. Voilà, on peut avoir un certain nombre de leviers comme ça sur lesquels on joue. Et c'est vraiment l'intérêt de la méthode. Donc je vous ai encore une fois donné cet exemple où ça a été, la finalité a été assez radicale dans le choix du décideur. Mais en général, on utilise ces outils pour essayer d'optimiser, faire du choix de scénarios aussi, hein, en disant voilà, on peut travailler sur 3 scénarios différents, d'un point de vue de la qualité de l'air, ou du microclimat, ou les deux, d'un certain nombre de dimensions environnementales, comment optimiser les projets pour limiter en fait l'exposition des personnes. C'est vraiment l'esprit. Et sur la partie coût, c'est vrai que peut-être pour compléter, c'est vrai qu'en fait ça passe beaucoup par des échanges en fait que l'on peut avoir nous au niveau du bureau de conseil avec les décideurs et en fait on leur fait partager un peu nos différentes expériences pour essayer de les orienter sur tel ou tel type de solutions par rapport à leur projet et donc essayer de participer à la mise en place des différents scénarios qu'ils peuvent avoir au niveau de l'aménagement en fait. On sait pertinemment que le fait de s'éloigner de 50 mètres, 100 mètres par rapport à la route va immédiatement avoir un impact plutôt positif sur l'exposition des populations. On sait que localiser des populations sensibles à tel ou tel endroit en fonction de l'environnement, de la végétalisation ou de serait-ce que des données météorologiques va permettre là aussi d'améliorer l'exposition des populations. Donc en fait, on essaye en fait d'intervenir beaucoup plus en amont que ce que ça n'a été le cas jusqu'à présent, parce qu'en fait c'est quand même une méthodologie un petit peu plus récente et active en fait qui se passe aujourd'hui sur intervenir en amont de la finalité des projets qui jusqu'à pas si longtemps en fait le bureau d'études arrive un peu après la bataille on va dire et en fait on lui demande juste de vérifier que le projet qui est déjà tout ficelé va avoir l'impact positif attendu, ce qui malheureusement des fois n'est pas forcément toujours le cas et c'est là où on se heurte quelquefois à une vision du décideur qui finalement n'est pas celle qui est annoncée par le bureau d'études. Donc des fois il y a un petit décalage entre le résultat auquel lui souhaite arriver et le résultat finalement auquel son projet arrive après avoir réalisé l'ensemble des études, et notamment de la modélisation. Donc l'intérêt, c'est effectivement maintenant de pouvoir participer en amont des projets pour pouvoir faire un accompagnement plus précis d'un point de vue d'une véritable amélioration sur l'exposition des populations. Je ne sais pas si
Tu veux rebondir, Pascal, ou s'il y a d'autres questions? Oui. Merci pour vos présentations, c'est très intéressant. J'avais une question pour désolé, Géraldine et Frédéric. Comme vous êtes issus de sociétés plutôt de conseil, est-ce que, à travers votre expérience, vous avez vu que les clients qui font appel à vous pour des modélisations, ils sont plus soumis et contraints, ils vous sollicitent sous un biais plus normatif, ils sont obligés de le faire, ou alors est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont une démarche un peu plus durable et environnementale de la pollution et de la modélisation de la pollution de l'air? Alors, oui, il y a effectivement des contraintes réglementaires qui jusque-là drivaient vraiment ces mises en œuvre de modèles, en tout cas à l'échelle d'un projet, à l'échelle d'une agglomération d'une région, la logique est un petit peu différente. Néanmoins, avec des approches comme Modèle Air Urbain, l'idée c'est vraiment que les collectivités et les acteurs s'emparent de ce sujet-là pour les imposer via les documents d'urbanisme, ce qui veut dire que, en d'autres termes, c'est de remettre la qualité de l'air à l'agenda de chaque projet urbain, ce qui n'était pas le cas avant, encore une fois, où on faisait une étude d'impact à la fin du projet, mais qui était plus une formalité administrative, quoi. Donc ça change quand même la donne. Alors c'est à la fois, ça devient une contrainte finalement pour les gens qui développent les projets parce qu'ils sont soumis à Modèle Air Urbain, mais c'est une décision politique en amont à l'échelle d'un territoire qui dit bon maintenant il faut qu'on prenne ces enjeux en compte parce qu'ils sont importants à titre comme d'autres sujets également, quoi. Alors effectivement, ça c'est vrai, et puis ça va le fait d'avoir ce document qui soit sorti en janvier 2025 va contraindre les décideurs dans le cadre des projets d'aménagement de s'inscrire dans cette démarche de scénario et de modélisation. Toutefois, sur certains types de projets, en fait, malheureusement, c'est plus des contraintes normatives qui font que les différents clients en fait s'adressent à nous d'un point de vue de la modélisation encore. Et quelquefois, on regrette en fait de ne pas avoir été sollicité en amont des projets parce que quelquefois certains éléments sont pris presque au dépit du bon sens sur certains projets qui sont déjà lancés. Si je peux rebondir, merci pour vos réponses. Et du coup, d'un point de vue personnel, est-ce que vous pensez que les normes et les lois sont suffisantes actuellement? Ou est-ce que vous voudriez qu'elles soient un peu plus, pas punitives, mais un peu plus restrictives? Alors sur la qualité de l'air, en fait, il va y avoir une modification des valeurs limites réglementaires françaises qui va intervenir dans les mois qui viennent, puisqu'en fait, au niveau de la Commission européenne, il y a des nouvelles valeurs limites réglementaires qui ont été votées. En fait, ces valeurs limites réglementaires vont être retranscrites en droit français. Donc ça va avoir pour conséquence, à l'horizon 2030, de baisser de façon importante les valeurs limites réglementaires actuelles pour la qualité de l'air, notamment sur les oxydes d'azote et sur les particules. Donc ça risque de faire bouger un petit peu plus les différents acteurs pour pouvoir respecter ces nouvelles normes qui vont être quand même plus contraignantes. Peut-être juste ajouter, en plus de ces normes, effectivement, qui deviennent très contraignantes et que les gens regardent de près, c'est peut-être cette notion de travailler avec d'autres indicateurs aussi, qu'on essaie de promouvoir, par exemple de surconcentration, puisqu'en fonction des villes où on se trouve, des lieux où on se trouve, en fonction de la pollution de fond, quand on va aménager, on ne part pas du même niveau. Il y a déjà, par
parlait de plaine commune tout à l'heure, c'est des territoires qui sont en proximité de l'axe routier, donc déjà avec des niveaux de fond de pollution qui sont élevés. La question, c'est plus de savoir, est-ce qu'on va surexposer des personnes par rapport au niveau de fond en faisant cet aménagement-là, ou comment limiter ou optimiser l'aménagement pour ne pas surexposer ces personnes-là par rapport au niveau de fond, pas forcément par rapport à une norme. Donc, ce qui fait qu'on aménage de façon beaucoup plus intelligente. La pollution de fond, elle est là, c'est plus une action publique, on va dire, sur un territoire plus large, mais à l'échelle du projet, comment travailler sans surexposition, ce qui peut être une façon un petit peu différente de la norme, et ce qu'on regarde de plus en plus. Peut-être rajouter un petit mot sur le bruit. Il n'existe pas, alors curieusement, dans le domaine du bruit, il n'existe pas de valeur limite harmonisée au niveau européen. Donc en fait, c'est chaque État membre qui définit ses valeurs limites. Il y a des recommandations de l'OMS, par contre, et on a un écart très important en France entre les valeurs limites et les recommandations de l'OMS. Donc en termes d'avancée, c'est sûr qu'on risque d'aller vers une diminution, enfin une sévérisation des valeurs limites pour les rendre un peu plus contraignantes. Il y a aussi un point qui est important en France, c'est de voir qu'il n'y a pas finalement de contraintes à l'urbanisation dans les zones bruyantes pour tout ce qui est transport terrestre, alors qu'il en existe pour le bruit aérien. Donc il y a une sorte de rupture d'égalité entre guillemets entre la gestion du bruit des transports terrestres et du bruit aérien, c'est-à-dire qu'on peut pas, une collectivité ne peut pas créer de nouvelles habitations, par exemple, dans une zone qui est inscrite au plan d'exposition au bruit, dans le domaine aérien, alors qu'on peut construire le long de grands axes routiers ou ferroviaires sans problème, à condition évidemment d'avoir des isolements de façade suffisants. Donc il y a des contraintes sur le critère de construction, mais pas sur la construction en elle-même, contrairement au domaine du bruit aérien. Donc ça, c'est un sujet peut-être à l'avenir qui devra être aussi être traité pour peut-être harmoniser un petit peu les pratiques. Valérie, merci. Moi, j'avais une question qui est vraiment en lien, effectivement, avec les projets d'aménagement et avec les différents acteurs avec lesquels vous êtes en interaction. Donc, j'ai bien entendu qu'il y a des configurations, en tout cas, pour deux d'entre vous, bureaux d'études, vous êtes en lien avec des acteurs qui vous font une commande. Ma question est la suivante. Là, vous nous avez présenté des modèles et des modélisations qui sont en lien avec la qualité de l'air, le bruit, en lien avec des projets d'aménagement. Est-ce que, dans vos pratiques, vous avez l'opportunité, soit vous-même de mobiliser d'autres modélisations sur d'autres critères, parce que l'aménagement se fait en réponse à des besoins de logement, des besoins de mobilité, des besoins, etc., etc. Ou est-ce que vous avez l'occasion de croiser d'autres bureaux d'études qui eux-mêmes sont sollicités pour proposer une modélisation qui va servir de diagnostic ou autre? Ou est-ce que finalement vous êtes là mandaté pour être des experts qui appuient sur un critère parmi d'autres dans les projets d'aménagement? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Ouais. Alors c'est plutôt un fait qu'on est sollicité, mais plus comme étant, on va dire, l'expert du sujet. Et de fait, on a un peu tendance à utiliser nos propres modèles, mais idéalement, il faudrait qu'on soit sollicité comme expert, mais qu'on puisse tous utiliser des plateformes communes. Et quand un client nous sollicite, en général, sur un projet d'aménagement urbain, il va avoir une super maquette de son projet, mais il n'a pas de maquette de son état initial, ou alors son projet s'arrête vraiment au niveau de la clôture, et tout l'environnement urbain avec les routes, la ville, finalement c'est pas lui, c'est la commune voisine ou des choses comme ça, et lui il peut pas l'avoir. Et ça, d'utiliser une plateforme commune, enfin ne serait-ce que nous, la course aux données, c'est un peu de la folie. Donc idéalement, moi j'aimerais bien être sollicité comme expert, arriver sur une plateforme commune où on travaille tous avec d'autres experts du bruit, etc., et qu'on puisse travailler dans ces conditions-là, mais c'est pas le cas encore, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'à la base, finalement, on se retrouve à avoir quand même des données d'entrée qui sont communes. Donc ce serait bien d'avoir une seule porte d'entrée pour avoir ces données d'entrée, alors que chacun va essayer de récupérer finalement les données d'entrée à son niveau, sans forcément d'ailleurs communiquer entre experts
en fonction des thématiques qui ont été demandées, quoi. Donc, oui, il y a une problématique de mise en commun de la donnée initiale. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil à Feriel, donc responsable d'un autre centre opérationnel du PEPR VDBI, autour de la question des données urbaines. Donc, je pense que c'est une question qui sera intéressante à échanger peut-être au moment de la pause. Peut-être une dernière question avant que... Oui, on a déjà dépassé le temps, je sais, mais voilà, si quelqu'un a un regret, voilà, Jacques. D'abord, merci à tous les intervenants. Et j'ai une question par rapport à ce que disait Fanny sur les choses, le motard qui passe très vite, etc. Par rapport à ce qu'on voit maintenant déjà que font les GAFA, ce que fait Google sur le trafic, ce que font les GAFA sur le fait de connaître la position de notre voiture et sa vitesse n'importe quand ils veulent. Sur ceux qui ont un iPhone, vous avez une cartographie de la pollution de l'air de Lyon, pas terrible, mais produite automatiquement et tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette mainmise, prise en main, ou ce service, appelons-le comme on veut, et comment est-ce qu'on voit l'évolution de la modélisation par rapport à la toute-puissance des hard tech? C'est une question que je pense intéressante par rapport au grand respect qu'on sent chez tous les intervenants ici pour une co-construction, une collaboration. Notre Seigneur Elon Musk nous prouve que le respect n'est pas la caractéristique principale des GAFA en ce moment. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut évoquer. Fanny, si tu veux commencer. Fanny, mais de manière... Oui, bah, je rejoins à la fois les possibles et les inquiétudes de Jacques sur ces enjeux-là. Nous, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a quand même du mal à connecter de la donnée de trafic en temps réel. On le fait à travers des initiatives en partenariat avec la ville de Paris, qui a tout un tas de capteurs de boucles de comptage, par exemple sur le périphérique. Ça, c'est une méthode traditionnelle, je dirais, mais qui permet quand même de faire des choses correctes. Après, toutes les données qui sont collectées, en effet, par les GAFA, les constructeurs aussi, automobiles, qui ont des tas de remontées d'informations, en fait, depuis leurs véhicules, depuis leur flotte de véhicules, sont des données qui seraient en effet très, très utiles pour faire tout ce qu'on a à faire. Après, voilà, c'est toute la question du respect du RGPD, respect de la vie privée, la gestion de toutes ces données-là. Donc, pour l'instant, nous, on n'y va pas. Mais voilà, je ne sais pas, dans le domaine de la qualité de l'air, si vous avez davantage à explorer, on reste sur des approches assez traditionnelles, mais qui sont forcément limitées et qui sont coûteuses en temps de travail, parce que chaque fois qu'on refait une carte de bruit, il faut refaire un peu toutes les mêmes techniques. Alors, ça s'améliore avec, par exemple, les techniques FCD qui permettent d'avoir des estimations des vitesses assez correctes par rapport à ce qu'on peut faire avec des boucles de comptage. Mais bon, voilà. Mais c'est un champ ouvert et c'est vrai que pèse quand même. Oui, c'est pas improbable qu'un jour Google fasse une carte de bruit instantanée. Voilà. C'est possible. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Oui, peut-être juste un commentaire pour faire un petit pas de côté, mais là on pose la question vraiment de connaître ce qui se passe en temps réel sur des plateformes, etc. Ce qui peut être un objectif en soi, mais est-ce que
On n'a pas forcément besoin de ça, c'est-à-dire de cette ville ultra connectée, hyper connectée. Est-ce que d'ailleurs ça, c'est vraiment la ville durable, pour répondre à certaines questions, c'est-à-dire comment aménager durablement, comment végétaliser nos villes, etc. Pour faire ça, on n'a pas forcément besoin de connaître la position de chaque véhicule, voilà, en temps réel. Ça peut être deux objectifs un petit peu différents. Et effectivement, en tant que modélisateur, on a connu cette escalade, je dirais, à la prévision, enfin la caractérisation en temps réel de la qualité de l'air, vraiment au mètre près à l'instant T, voire en prévision, etc. Et on en est un petit peu revenu parce qu'on se rend compte que les questions, c'est comment faire en sorte que la situation s'améliore et prendre les bonnes décisions politiques sans forcément avoir besoin de tout connaître et d'avoir une ville ultra connectée qui consomme de plus en plus de données et d'énergie. Oui, mais effectivement, je rejoins ce que vient de dire Frédéric. Là, on est plus dans la projection de ce qui pourrait faire qu'on s'améliore avec les projets futurs, plus qu'effectivement dans le constat que tout le monde identifie quand même plus ou moins clairement avec les mesures et avec déjà les prévisions qui peuvent être faites au niveau de nos ASCA locales qui ont aussi pas mal d'éléments pour pouvoir rendre compte d'un état de fait aujourd'hui en France. Et après, on peut même ouvrir la perspective sur les pays européens et les pays à l'échelle mondiale sur une pollution plus importante et créer une connexion sur l'ensemble du monde. Mais toutefois, je pense que dans un premier temps, il vaut mieux rester peut-être centré sur ce qui se passe ici et essayer d'améliorer les choses au niveau des projets déjà en France. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour ce matin. Merci beaucoup à nos trois intervenants. Merci Fanny à distance, Géraldine, Frédéric. Et puis, merci à vous pour votre attention et votre participation.